Hello à toutes, je viens aujourd'hui avec une vidéo réaction et en particulier une réaction à la vidéo postée par Tia Essian il y a je crois 3 jours intitulée Les secrets de Loli, le virage texturé. Cette vidéo, un, je l'ai regardée, j'ai eu envie de la regarder quand YouTube me l'a suggéré et deux, j'ai eu beaucoup de réactions. C'est-à-dire vraiment ça m'a fait penser à plein de choses. Mon chéri l'a regardé lui aussi, peut-être quelques heures après moi, sans qu'on se concerte d'ailleurs. Il l'a vu de son côté et on s'est mis à en discuter et on s'est rendu compte que non, il y avait vraiment beaucoup de points qui en ressortaient et beaucoup de choses sur lesquelles on avait des opinions fortes et des points de vue et des positions, etc. Et je me suis dit, mais attends, ça vaut le coup d'en faire une vidéo YouTube. Ce type de vidéo est très rare chez moi, j'en fais quasiment jamais pour deux raisons. La première, c'est que en 2016, quand j'ai commencé mon entreprise de coaching capillaire, j'ai arrêté de regarder le contenu sur Internet du milieu, de la communauté afro, la communauté retour naturel. Non pas parce que j'ai soudain trouvé le contenu moins intéressant ou autre, mais parce que je voulais être concentrée sur ce que j'avais à faire. Et j'avais une œuvre à construire. J'avais le corps de mon travail, de toute ma vision, des cheveux, ma méthode. J'avais beaucoup de choses à créer, à rédiger, à schématiser, à construire, à concevoir, etc. Et ma conception des cheveux crépus était tellement à l'opposé de la façon dont au sens nous, la communauté afro, comment on faisait les choses à l'époque, ce qui se voyait sur YouTube et autres, et c'est encore vrai pour une grande partie de nos jours, que j'avais vraiment, vraiment besoin de ne pas voir ce que les autres faisaient, parce que de voir des gens qui faisaient du buzz, des vidéos qui faisaient beaucoup de vues, ou des vidéos que tout le monde adorait, etc., sur des méthodologies d'entretien de cheveux crépus qui n'étaient tellement pas la mienne, qui pour moi étaient néfastes, etc., ça me mettait dans une situation de conflit interne, de « ouais, mais moi aussi, je veux faire des vidéos sur YouTube. Oui, mais j'ai ce travail-là à faire, il faut que je le sorte de moi, il faut que je le construise, j'ai les programmes à créer, les e-books à rédiger, etc., etc. » Et donc, j'ai décidé de faire le choix de me détourner complètement, me mettre des œillères et travailler sur mes trucs. Donc, en temps normal, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se fait comme vidéo. Pas vraiment. Et pour savoir un peu ce qui sont les tendances, je me fie en général à ce que les gens me disent le genre de questions qu'on me pose dans mes commentaires, dans mes DM et tout ça, ça me dit un peu quelles sont les tendances. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Donc, cette situation est en soi singulière, le fait que j'ai vu la vidéo, et puis ensuite, faire des vidéos réactions. J'en fais jamais, ça sera littéralement la première de ma chaîne YouTube. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant qu'en l'occurrence, c'est un sujet qui nous concerne toutes. Donc plusieurs éléments, je vous invite à aller voir sa vidéo. C'est une vidéo bien construite, intéressante. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est le point de départ de tout ça. Et donc dans cette vidéo, elle parle de la marque Les Secrets de Loli, qui a connu ces dernières années, depuis on va dire 2018, une évolution exceptionnelle. Puisqu'on est passé d'une marque qui était une petite marque. J'ai interviewé Loli récemment, fin 2018, Kelly Massol, j'appelle Loli. J'ai interviewé Kelly Massol en décembre 2018. Elle venait de faire cette première année d'explosion de son chiffre d'affaires. Je crois que c'était l'année 2018. Elle l'a dit dans l'interview, elle venait de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, en sachant que l'année d'avant, 2017, elle avait fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'imagine que les années d'avant, c'était dans les mêmes eaux. Donc elle est vraiment passée d'une entreprise qui faisait moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel à une entreprise qui a commencé à faire 1 million, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, etc. Et c'est une marque qui explose, qui est vraiment en pleine explosion. Beaucoup de presse, beaucoup d'expositions. Et ça a l'air de très bien fonctionner pour elle. Et c'est génial. Donc elle parle de cette marque, elle parle de tout ce qu'il y a autour de ce virage de la marque, puisque pour devenir une marque mainstream, ce qu'a fait Les Secrets de Loli, c'est que Les Secrets de Loli a embrassé les cheveux caucasiens, c'est-à-dire les cheveux caucasiens non lisses, c'est-à-dire les bouclés, les ondulés, etc. Et la communication de la marque s'est beaucoup tournée vers ces gens-là et a vraiment eu cette sortie de la niche afro pour aller vers le mainstream. Et la façon dont ça s'est passé au départ, c'était la marque a été vendue dans les magasins, la boutique du coiffeur en France, dans quelques magasins de la boutique du coiffeur. Ils ont vu que ça a hyper bien marché. C'est ce qui a fait que les ventes sont passées de 400 000 à 1 million, juste d'être dans ces boutiques-là et cette exposition-là. Et du coup, ensuite, c'était un peu la validation que cette direction fonctionnait et ils ont continué, ils ont amélioré les choses, etc. etc. Bon. Le propos de la youtubeuse, c'était de regarder ce qui se passe autour de ça. Et un peu de dire, voilà, de souligner le texturisme qu'il y a là-dedans, de souligner ce retrait de la communauté afro, et ce que ça signifie. Et pour elle, ce que ça signifie, c'est que c'est plus une marque pour nous.
Et du coup, il faut arrêter de soutenir cette marque en l'achetant et aller ailleurs. Je paraphrase forcément, c'est une vidéo de 22 minutes, je suis en train de vous dire en 1 minute 30 de quoi ça parle. Donc vraiment, si vous voulez avoir exactement son propos, allez voir la vidéo. Mes réactions à moi, ce que ça m'a suscité, c'est d'abord la notion de texturisme. Parce que du coup, elle a vraiment dit virage texturiste. Le texturisme, c'est quoi? C'est le fait de considérer une texture comme supérieure à l'autre, concrètement. Vous dérivez, vous mettez le mot en rapport avec le mot racisme. Il y a cette notion de hiérarchie et de supériorité. Et donc, on va considérer que la texture crépue est inférieure et que plus la texture crépue, plus elle est inférieure et plus la texture est bouclée et à l'envers lisse, mieux elle est. C'est pas nouveau, rien de nouveau sous les tropiques. Moi, j'ai grandi aux Antilles. Le texturisme était, dans mon enfance, juste extraordinaire. C'est le texturisme qui fait que beaucoup d'entre nous avons grandi avec cette idée que nos cheveux crépus étaient néfastes, pas bien, mauvais, et tous les mots qui n'allaient pas. C'est à cause du texturisme que beaucoup d'entre nous avons appris à considérer que c'était les cheveux bouclés ou métissés ou batas indiens, ou en tout cas, d'une certaine façon, dont la crépitude a été diluée. C'est ces cheveux-là qui étaient mieux. C'est du texturisme. C'est vraiment cette dilution qui va se retrouver préférée, souhaitable, et cette classification. Pourquoi le mot texturisme dans ce contexte m'a marqué? Parce que j'ai vu ce café Kelly Massol, l'évolution de la marque Les Secrets de Loli. Et en plus, comme je vous disais, j'ai eu cette interview avec elle fin 2018, ce qui m'a donné en plus une perspective de ce qu'elle avait, ce qui était derrière ça. Et je n'y ai jamais mis le mot texturisme. Je ne me suis jamais dit, tiens, voilà une marque qui devient texturiste. Donc ça m'a interpellée. Et je me suis dit, est-ce que je suis d'accord avec... Oh, quelque chose d'un peu choquant. Et je me suis dit, si ça se trouve, c'est vrai. Parce que c'est pas comme si je regarde ce que fait Les Secrets de Loli, je pas le nez dessus. Donc si ça se trouve, entre-temps, c'est devenu texturiste. J'en sais rien. J'écoute la vidéo, je vais voir un peu les références qu'elle met. Et l'autre chose qui m'a interpellée, c'est cette sortie du marché afro, le fait de sortir du marché de niche, de cette niche, les femmes noires, les femmes afro, pour aller vers ce marché mainstream, présenté par Kelly comme le seul moyen, en tout cas le chemin qui lui semblait évident pour la croissance de sa marque, pour cette visibilité, pour ces lumières, etc. C'est cette exposition, être partout, être dans les magasins, être dans Monoprix, etc. Et ça aussi, beaucoup de réactions, beaucoup de pensées, beaucoup de mots. Et puis, autre chose. Donc, on va parler dans cette vidéo du texturisme, on va parler de l'évolution de la marque, on va parler de ce que je pense de l'évolution de la marque, on va parler de ce que je pense d'une vidéo comme celle de Tia Essiane et ce qu'elle appelle les gens à faire et quel est mon positionnement là-dessus et mon point de vue sur ce genre de choses et le développement d'une entreprise et est-ce qu'on est obligé de sortir du marché afro. En tant que personne qui suis chef d'entreprise, je travaille sur cette niche de la femme noire. J'ai l'ambition d'avoir une entreprise qui va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis 15, etc. Qu'est-ce que j'en pense? Quelle est mon opinion? Comment je me positionne là-dessus? Donc déjà, le texturisme, je trouve, j'ai toujours trouvé, personnellement, que la marque Les Secrets de Loli n'était pas pour les cheveux crépus. C'est la première chose qui m'a surprise quand elle a dit texturiste et qui m'a surprise. Et dans cette idée vraiment que Kelly a abandonné les cheveux crépus, je me suis dit, mais ça n'a jamais été une marque pour cheveux crépus. En tout cas, je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai acheté des produits Les Secrets de Loli pour la première fois, ça devait être en 2015. Peut-être avant. Peut-être j'ai utilisé un produit en 2013, si. Donc tôt. Puis, je me suis dit, dès cette première utilisation, ça devait être donc, 2012-2013, que, ah oui, donc c'est pas pour mes cheveux. Les laits n'étaient pas assez gras, les masques n'étaient pas assez gras, et pour les cheveux crépus, on a besoin de produits qui soient très nourrissants, très riches, qui soient vraiment très gras. Là, c'était pas le cas. Donc, pour moi, ça avait été une évidence. Ah, d'accord, c'est pour les cheveux plutôt, bata, coulis. C'était vraiment juste mon opinion. Je m'étais dit, ah, c'est pas pour nous. Et quand je regardais la texture de cheveux de Kelly, je me disais, si elle teste ses produits sur elle-même, je peux comprendre que c'est conçu pour elle et les textures encore plus détendues que ça. Mais effectivement, je voyais qu'il y avait des femmes noires qui achetaient les produits Les Secrets de Loli. Et en tout cas, toutes les personnes qui venaient dans mes coachings, je disais, mais c'est pas tout à fait adapté, c'est pas assez riche, c'est pas assez gras, c'est pas assez nourrissant en fait. Et ce n'est absolument pas de la malveillance de ma part envers Les Secrets de Loli. Je n'ai jamais eu que les meilleurs souhaits envers cette marque. C'est bien pour ça que fin 2018, j'ai interviewé Kelly. C'est une pionnière du mouvement du retour au naturel.
Euh, c'est quelqu'un pour qui j'aurais toujours une gratitude infinie. Sans les pionnières comme elle, il n'y aurait pas eu les personnes comme moi. Voilà, respect absolu et infini, vraiment. Mais déjà à l'époque, au milieu de tout mon respect, je pouvais dire non mais non. Si tu as une texture comme la mienne, tu ne peux pas utiliser les secrets de Loli. À la limite, tu utilises le shampoing, tu utilises le beurre, mais les produits qui sont censés vraiment nourrir, non, c'est non. Et mon opinion, mon impression à l'époque était que pour les femmes aux cheveux crépus, euh, c'était sûr qu'on utilise dans les marques, les produits de la marque, les secrets de Loli, elles n'avaient pas le résultat optimal, mais pour moi, c'était un problème d'éducation. On est tellement, on a, et je continue de le penser jusqu'à aujourd'hui, que dans nous femmes noires, on continue d'avoir des standards tellement bas sur les niveaux d'hydratation, de nutrition, de douceur et de souplesse que nos cheveux peuvent atteindre, que même quand le produit n'est pas suffisamment adapté, ben on croit que c'est bon quand même. Ça semble suffisant. Alors que s'il y a quelque chose dont j'étais certaine, c'est que ça ne l'a jamais été. Suffisant, les produits de Secret de Loli. Jamais été suffisant, pas assez gras, pas assez riche, pas assez nourrissant. Du coup, pour moi, je me rappelle très bien dans cette interview en 2018 quand Kelly me disait moi, nous, on va toucher le marché des femmes aux cheveux bouclés parce qu'en fait, elles ont vachement de besoins, on se rend pas compte. Elles font des brushings, elles portent le cheveu lisse parce qu'elles savent pas prendre soin de leurs boucles, mettre leurs boucles en avant, etc. etc. Je m'étais dit et je lui ai dit, il faudrait que je retrouve cette interview, si je pourrais mettre l'extrait, que mais excellente idée. Parce qu'au final, c'est la direction toute naturelle pour une marque comme les Secrets de Loli, puisque c'est déjà pas une marque pour cheveux crépus. Donc, tant qu'à faire, autant y aller franchement dans cette direction qui, pour moi, était déjà la direction de la marque. Et donc, quand j'ai vu ensuite les changements dans la communication, je me suis dit, ok, super. Enfin, super au sens super pour elle, super pour Kelly Massol, super pour l'entreprise Les Secrets de Loli, d'embrasser ce qui, de mon point de vue, a donc toujours été son audience. En tout cas, les gens pour qui ces produits étaient faits. C'est-à-dire, si je devais parler en termes de cette classification-là, de C, machin, pour moi, les produits Les Secrets de Loli ont toujours été faits pour les cheveux de type 3. Et éventuellement, une personne 4A pouvait vaguement y trouver quelque chose, mais alors au-delà, c'est mort. Et donc, si c'est des produits conçus de mon point de vue pour des cheveux de type 3, oui, il faut que la communication soit pour des gens cheveux de type 3. Et pour moi, c'est pas une surprise que la marque explose et que les gens adorent et que ce soit devenu qu'il y ait cet engouement autour des Secrets de Loli. Maintenant que les gens qui l'utilisent principalement sont les gens cheveux de type 3 et maintenant même de type 2. Parce que, comment dire, c'est les retours dans la communauté afro des produits Secrets de Loli étaient très bons. C'est une marque qui était populaire. Les gens aimaient cette marque. Mais pas autant. Mon impression, en tout cas, quand je vois les vidéos qui sont publiées, etc., les personnes aux cheveux de type 2 et 3 adorent ces produits bien plus que les personnes aux cheveux de type 4 n'ont jamais adoré ces produits. La façon dont on entend les gens parler de Eva's Hair qui vient de sortir, personnellement, j'ai jamais entendu personne aux cheveux de type 4 parler des produits Les Secrets de Loli comme ça. Ce qui pour moi veut tout dire. La marque n'a jamais permis de vraiment nourrir nos cheveux, vraiment donner des résultats, vraiment faire les choses dont on a besoin, quoi. Donc, tant mieux qu'elle ait fait cette communication et tant mieux qu'elle ait pris cette direction. C'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, je n'ai pas du tout vu ça comme du texturisme. C'est vraiment pour ça que ce mot virage texturiste, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais ça n'a jamais été pour nous de toute façon. Mais bon, encore une fois, chacun son opinion. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous utilisiez cette marque? Est-ce que vous trouviez que vous obteniez cette profonde nutrition, profonde hydratation avec le Secret de Loli? Si vous avez les cheveux de type 4, parce que il me semble que ça ne devrait pas. Ensuite, concernant... Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, que j'ai trouvé hyper dommage. Elle a montré dans sa vidéo de Haïtienne un échange que Kelly a eu avec une cliente qui est venue sur son stand à la NHA et a vu qu'elle avait son directeur commercial qui est blanc. Beaucoup de l'équipe de communication commerciale est blanche, de ce que j'ai compris. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo. Beaucoup de l'équipe est blanc. Oui, c'est bien ça. Et quelqu'un a dit, c'est quand même dommage de voir un blanc. Elle a dit blanc dans une langue africaine, je sais pas laquelle, et de voir un blanc sur le stand. Et Kelly a dit, a eu une réaction en mode, c'est du racisme. Et grâce à lui, si c'était pas pour lui, vous iriez encore acheter vos produits à Château Rouge. Et ça m'a choqué. Ça m'a brisé le cœur d'entendre ça. Parce que
le mépris est intense. Et surtout, je trouve cette phrase raciste. Pas raciste anti-blanc, qui n'existe pas. Je ne crois pas dans le concept de racisme anti-blanc. Pour moi, le racisme, c'est institutionnel. Et voilà, je ne dis pas qu'un blanc ne peut pas recevoir des injures raciales, mais un blanc qui reçoit des injures raciales n'est pas en train de subir du racisme. Le racisme, c'est l'institution qui enfonce les personnes non blanches, on va synthétiser comme ça. T'es un homme blanc, t'es la dernière personne qui souffre vraiment de racisme. On peut te faire des injures raciales, attention, mais c'est pas du racisme. Et du coup, déjà, le concept d'appeler ça racisme, quand la fille dit « Ah, c'est dommage quand même de voir un homme noir derrière le comptoir », je me dis « Mais comment, quelle idée saugrenue d'appeler ça racisme, c'est pas du racisme du tout. » La deuxième chose, et du coup, ça fait que c'est du racisme pour moi. Du moment où une personne noire se fait traiter de racisme, quand elle dit « Oh, quelque chose qui était pour nous n'est plus pour nous » ou « On veut des choses pour nous », j'ai toujours trouvé que c'était l'épitome du racisme. Vraiment, c'est peak racism. Il n'y a pas plus raciste que ça. À chaque fois que les milieux blancs que je fréquente, à chaque fois qu'on me dit « Oh Maëlle, mais ton entreprise c'est que pour les femmes noires, ah ben c'est pas cool, pourquoi tu fais pas aussi pour les femmes blanches ?» Je trouve ça d'un racisme extraordinaire à chaque fois qu'on me dit ça, et je le dis aux gens, je dis « Mais tu te rends compte du racisme du truc? Le monde entier est pour vous. » Tout ce que je vois, partout je tourne ma tête, le mainstream, vous allumez la télé, tout ce que tu regardes, c'est pour les blancs. Moi, je fais mon petit truc de niche, de mon côté. Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Je devrais faire pour les blancs. C'est quoi cet entitlement que vous avez, en fait, à vouloir être dans tous nos espaces? Et je trouve ça choquant. C'est vraiment... Et c'est ça qui me choque que Kelly ait dit ça, parce que pour moi, c'est une pensée de blanche. C'est un mot que c'est des trucs que des blancs pourraient me dire. Je trouve ça un peu choquant d'entendre ça dans la bouche d'une femme noire. Mais à la même temps, ça me choque pas parce que c'est souvent que j'entends ça dans la bouche de personnes noires. Parce qu'on internalise le racisme. On internalise, pardon, le racisme. Donc pourquoi pas? Mais c'est que ça sort de la bouche d'une femme noire militante. Et c'est ça qui me choque un peu. Je me dis, mais attends, mais où est passé le militantisme là-dedans? Parce que quand tu es militante, tu comprends d'où vient cette personne qui dit c'était dommage de voir un blanc derrière le comptoir. Tu comprends que il n'y a pas d'insulte. Elle n'est pas en train d'insulter l'homme blanc. Elle dit c'est la NHA. On est là pour se célébrer. Célébrer le cheveu naturel, célébrer le cheveu crépus, célébrer d'avoir un événement qui célèbre la femme noire pleinement et la met au centre dans un monde où on nous met toujours en dernier, où on nous met toujours tout en bas, dans un monde où le reste des gens ont tendance toujours à nous mépriser, ont tendance toujours à nous inférioriser un peu, à nous invisibiliser un peu, où on va toujours devoir se contenter des miettes. Dans des magazines beauté de base, s'il y a une page où il y a une femme noire, on va nous dire, ben voilà, regarde, il y a une femme noire. On est censé dire merci. Dans un monde qui nous traite comme ça, la NHA est un endroit où on est célébré, où on est au centre, et c'est merveilleux. Oui, c'est dommage de voir un homme noir derrière le comptoir, en plus d'une des marques qui était ambassadrice de ce mouvement. Ça fait bizarre. D'un homme blanc, pardon. De voir un homme blanc derrière le comptoir d'une des marques ambassadrice du mouvement, tu te dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Je comprends, enfin, en tout cas, tu peux comprendre le sentiment de la personne et ne pas lui renvoyer à la figure tout de suite, bim, t'es raciste. Et lui dire, bim, ah bon, je dois faire quoi? Je dois jeter mon mari et mes enfants. Et je trouve ça dommage parce que je vois pas en quoi, en tant que personne noire, avoir un mari blanc et des enfants blancs t'empêche, soudain, tu t'enlèves, ça te met des œillères, ça te met de la vaseline dans les yeux sur le racisme de la société, sur le vrai sens du racisme. Et il y a eu cette autre phrase qu'elle aurait dite encore une fois et que Tia Essien souligne, c'est qu'elle a dit je ne veux pas faire aux autres ce qui nous a été fait, les femmes noires ont été tellement invisibilisées, donc moi je ne vais pas invisibiliser la blonde aux yeux bleus. Pareil, je trouve ça choquant d'entendre ça de la bouche d'une militante. Je me dis mais on n'en est pas encore là. De toute façon, on n'est pas encore dans un monde où ce sont les noirs qui ont le pouvoir d'invisibiliser les autres. On n'y est pas, ça n'existe pas encore. Donc de toute façon, la phrase est absurde. Et l'idée de parler d'invisibilité, la blonde aux yeux bleus, je me dis, mais d'invisibiliser, pardon, je me dis, mais qu'est-ce que... La phrase n'a aucun sens pour moi. La phrase n'a aucun sens. Le monde appartient à la blonde aux yeux bleus, encore une fois. Elle allume la télé, elle allume Netflix, Amazon Prime, HBO Max, elle va partout. Je veux dire, s'il y a un truc dont elle ne manque pas, c'est de représentation. Tout va bien pour elle. Hollywood, Festival de Cannes, partout. C'est pas parce que les gens, ils ont commencé à mettre 2-3 femmes noires et arabes dans tous ces trucs-là qu'il faut croire que soudain, ça y est, on a l'égalité. C'est n'importe quoi. Ça m'a choquée. Voilà. Choc complet. Je me dis, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Kelly. Je sais vraiment pas. Je comprends pas. Je ne reconnais pas la militante de Boucle Écoute. Mais bon,
c'est la vie. Maintenant sur le point business. Le point quitter le marché afro pour aller sur un marché mainstream, pour pouvoir faire une grande entreprise, pour pouvoir faire une entreprise visible. Je comprends entièrement le réflexe. Dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui s'appelait Behind the Brand, les années galères de mon entreprise, je vous racontais comment les années où je cherchais mon modèle économique et je cherchais la rentabilité de mon entreprise, donc les 3 premières années, je me suis mise à aller chercher de l'aide auprès de mastermind business, auprès de coach business, etc. Et s'il y a une chose qui était omniprésente dans les conseils qu'on me donnait, c'était abandonne ta cible, abandonne ta niche. Abandonne ta niche, les femmes noires, pourquoi? Elles n'ont pas d'argent, elles n'achètent pas, c'est pas une clientèle, il n'y a pas de potentiel, il n'y en a pas assez, dali. À l'époque où je ne cherchais que la rentabilité de mon entreprise. Je ne sais pas, l'idée n'était pas, on n'était pas encore dans ma grande ambition de croissance d'entreprise, juste stabilité, rentabilité, etc. C'était en mode c'est impossible, meuf, arrête. Et va parler aux blanches. Et jusqu'à aujourd'hui, et j'ai de la solidité dans mon entreprise, dans le sens je crois en mon entreprise, je crois dans mes objectifs, etc., etc. Peu importe les aléas économiques et les hauts et les bas, j'ai pas de... ma main elle est solide comme ça, je tremble pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc, le message que je reçois, on a affaire à une entreprise qui a atteint les 3/4 de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, la mienne. Ce qui n'est pas encore énorme, mais ce qui est quand même solide, ça montre un marché, ça montre une possibilité, quoi. Et je continue de recevoir jusqu'à ce jour, toujours systématiquement, le conseil: femme noire, pourquoi? Pourquoi tu fais pas... Ok, cheveux, pourquoi pas, mais pourquoi tu fais pas les blanches aussi? Pourquoi tu fais pas les autres marchés? Et je dis à chaque fois, mais pourquoi je ferais les autres marchés? Quel est ce... Je ne comprends pas le concept. Et je ne dis pas que c'est pas plus... que ça ne présente pas des difficultés de créer une grande entreprise dans une niche. Bien sûr que ça en présente. Mais je suis à peu près certaine que tout le monde n'emmerde pas chaque personne qui crée une entreprise dans une niche avec l'idée qu'il faut absolument sortir de sa niche. Au contraire, de nos jours, nicher, c'est presque essentiel. Quand vous regardez, le monde est en train de se nicher à tous les niveaux. Une entreprise comme Netflix, alors oui, c'est une massive entreprise, mais comment Netflix fonctionne, c'est un tas de petites niches. C'est faire des séries pour plein de petits groupes différents de personnes. Parce que c'est comme ça que ça marche. Même les films, même le cinéma, les énormes blockbusters qui parlent à tout le monde, que tout le monde va aller voir, c'est la fin, c'est fini. Il y a un dernier Fast and Furious qui est sorti, il y a peut-être de la place pour quelques autres Avengers, mais on est sur la fin de ça. On est sur la fin des gros trucs qui mettent tout le monde d'accord et c'est le seul moyen de faire de l'argent, c'est en parlant à tout le monde. Même les grandes entreprises maintenant sont obligées de nicher, c'est-à-dire au sein d'une grande entreprise, ils doivent créer toutes ces petites divisions pour aller nicher, pour aller faire du chiffre d'affaires dans les niches. Les gens ont besoin, avec les algorithmes des réseaux sociaux qui nous ont habitués à avoir du contenu sur mesure, les gens sont habitués à ce qu'on leur parle à eux. Et le monde va dans cette direction. Malgré tout, si ta niche chez les femmes noires, personne te lâche les castagnettes à propos de ça. Il faut que tu lâches ta niche. C'est dire le mépris qu'il y a dans le monde pour les femmes noires. Moi, ça me choque à chaque fois. Je dis, mais d'où ça sort? Et il y a même cette idée, et dans sa vidéo, Tia Essiane mentionnait que on est une clientèle fidèle. Elle dit jusqu'à aujourd'hui, ça la choque de voir que le marché afro est encore hyper fidèle, hyper derrière la marque Les Secrets de Loli, alors même qu'on a été viré des réseaux sociaux, on a été viré du site internet, que la texture crépue a été invisibilisée des plateformes Les Secrets de Loli. On est encore là, on achète. Et elle disait, mais on doit être plus exigeante en tant que cliente, parce que du coup, le fait que quand on nous propose des choses qui ne sont pas à la hauteur pour nous, on continue malgré tout d'acheter, eh bien, ça donne envie à aucune marque de nous proposer des choses sur mesure. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'on gagnerait toutes à développer notre estime de nous-mêmes. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est ce ton de... Mais vous voyez, elle ne le dit pas comme ça, elle a un ton très doux toute la vidéo, mais il y a le courant de fond qui dit... arrêtez d'acheter là-bas, ayez un peu de respect, quelque chose comme ça. Et moi, je le vois pas comme ça, je le vois comme on a une blessure collective à guérir. Quelqu'un qui a été violemment battu toute son enfance et qui, en tant qu'adulte, est vraiment renfermé dans sa coquille et n'arrive pas à faire confiance aux gens, tu lui dis pas juste « Ah, allez là, dégourdis-toi, vas-y !»
Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a un trauma, il y a un truc à guérir. Tu balances pas cette personne dans le monde en lui disant mais dégourdis-toi un peu. Non, il y a du travail à faire. Il y a une thérapie, il y a des blessures à guérir. Et ensuite, cette personne pourra aller dans le monde. C'est trop facile de dire c'est bon, dégourdis-toi. Et je trouve que c'est pareil pour nous. Et pour moi, et c'est mon opinion et c'est mon point de vue, pour qu'on arrive à faire ça, à sortir de ces comportements de basse estime, qui sont les héritages, comme je dis, on a un traumatisme intergénérationnel, transgénérationnel. Ça fait 400 ans qu'on se transmet des traumas de génération en génération, et chaque génération, ça ajoute de nouveaux traumas par-dessus les traumas. Vous imaginez nos ancêtres qui étaient esclaves, quand ils se sont dit, quand ils ont enfin été libérés, j'imagine qu'ils avaient plein de rêves de comment la vie serait meilleure. Quel n'a pas été le choc et donc le second traumatisme de découvrir que oui, vous n'êtes plus esclave, mais en fait vous êtes la lie de la société maintenant parce que vous êtes juste des gens qui possédaient rien et tout le monde vous méprise. Quel n'a pas été le choc? Quel n'a pas été le choc de la ségrégation pour ceux qui l'ont subi? Quel n'aura pas été le choc d'être des citoyens de seconde zone? Et les petites formes subtiles du racisme, je vais dire, on a empilé des traumas par-dessus des traumas. Ce qu'on vit aux Antilles avec le chlordécone, c'est un nouveau trauma par-dessus les autres. Faut pas se voiler la face. Le peuple est en train d'être traumatisé en ce moment même par cet empoisonnement. Et ça continue, il faut qu'on réussisse à guérir. Moi, ce que j'en pense et ce que j'ai envie d'en faire, c'est de justement créer une entreprise qui parle exactement aux femmes noires, qui les traite, qui, dans toute ma communication, dans tout mon marketing, ce que je veux, c'est qu'une femme noire arrive et pour la première fois de son expérience d'acheteuse, se sente, mais comme on est censé se sentir dans un monde capitaliste qui est censé nous vendre, nous proposer des choses pour résoudre nos problèmes contre de l'argent. C'est-à-dire, oh, cette marque a parfaitement compris mon problème. C'est exactement ça. Au mot près, c'est visuel, ça me parle, je me reconnais, c'est moi. J'achète quand je rentre derrière, je me reconnais, ça me parle, c'est moi. Les personnes au service client qui me parlent, je reconnais, c'est moi. Et qui est tout du long cette expérience. Et je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de couac. Forcément, il y en a. Il y a un taux d'erreur dans mon entreprise où ça ne va pas aller, où les gens vont avoir des problèmes et on va essayer de les résoudre. Mais à la fin, des personnes peuvent avoir une mauvaise expérience. Mais pour moi, même dans ta mauvaise expérience, je veux que tu aies la mauvaise expérience d'une entreprise qui t'a parlé à toi, qui t'a regardé dans les yeux tout du long. C'est pas la mauvaise expérience de Coca-Cola qui s'en fout de toi en particulier, qui de toute façon ne te parlait pas à toi. Coca-Cola parle à la majorité des gens, donc c'est pas nous, tu vois. Et n'importe quelle autre marque ou même on peut prendre comme exemple le secret de Loli, ça nous parle, c'est pas une femme aux cheveux cassés que cette marque parle. Donc même dans tout mon cheminement, si d'aventure j'étais cliente de la marque, dans tout mon chemin avec la marque, je suis pas en train, c'est comme si je parle à quelqu'un, la personne ne me regarde pas dans les yeux, la personne me regarde en bas, tu sais, regarde mon front, regarde au-dessus, etc. Moi, je veux qu'on me regarde dans les yeux. C'est l'expérience de consommatrice que je recherche. Et c'est l'expérience de consommatrice que je donne. Et moi, j'ai l'intention de poursuivre toute la croissance de mon entreprise dans le marché afro. Et j'ai aucune intention de changer. Et oui, ça va prendre du coup plus de temps. Oui, ça va demander d'être tellement plus imaginative et inventive. Attention, hein, je dis pas 3,5 millions de femmes noires en France. Enfin, en France, oui. Tu rajoutes la francophonie, enfin, Québec, Canada, Suisse, etc. Je n'ai pas exactement les stats, mais ça peut rajouter 1 million, 1,5 million. Je parle de tout compris. Suisse, Luxembourg, Belgique, Québec et les personnes en Afrique qui ont les moyens. Tout ça ensemble, mon évaluation, vraiment on doit mouiller parce que malheureusement on n'a pas assez de stats là-dessus, ça rajoute 1,5 million. Donc on a un marché de grosso merdo 5 millions de femmes noires francophones qui ont un budget substantiel. Enfin, potentiellement. Après, tu as les marchés américains, tu as le marché UK. C'est pour les développements internationaux, n'est-ce pas? C'est pour la suite. Mais oui, c'est sûr que pour gagner beaucoup d'argent, pour faire une entreprise substantielle qui a de la visibilité, Kelly a dit cette phrase, je veux être partout. Moi aussi, je veux être partout. Mais sans quitter mon marché. C'est peut-être fou, hein? Peut-être que l'avenir dira que j'ai été... c'est quoi le mot que je cherche? Trop des cœurs dans les yeux, trop optimiste, etc., trop naïve, et que c'est pas possible. Mais personnellement, je suis convaincue, avec une intensité que vous n'imaginez pas que c'est possible, et je suis convaincue que le faire, c'est quelque chose d'important. Choisir ce chemin difficile, parce que oui, c'est plus difficile, je pense que c'est important en fait. C'est important de le faire, c'est important de montrer ces exemples-là. C'est important. Parce qu'on a besoin de savoir que les gens qui nous respectent et nous regardent dans les yeux peuvent aussi être récompensés et fleurir. Vous imaginez pas ce que ça fait à l'estime. Moi, je lis beaucoup sur ce sujet parce que ça me fascine.
l'estime de soi, les traumatismes, etc. Vous imaginez pas ce que ça fait à l'estime que de savoir comme quelque chose d'immuable que si quelqu'un s'occupe de nous à temps plein et avec dévotion et amour, cette personne est par définition limitée dans sa croissance et voire même est vouée à l'échec. C'est extraordinairement diminuant, c'est horrible. Et c'est ça qu'on vit toutes. En France, en tout cas, j'espère que c'est pas comme ça aux États-Unis, mais l'idée que quelqu'un qui se dévoue aux femmes noires ne peut pas, au marché noir, aux personnes noires, ne peut pas fleurir, c'est horrible. C'est vraiment, on se dit, ben, on est les petits. Voilà, on est... Tu veux bien t'occuper de moi? Franchement, n'en fais pas trop, hein. Je sais que toi, tu mérites mieux quand même. Tu veux une grande entreprise, tu veux créer des choses, tu veux grandir dans le monde. Non, mais va, ne reste pas. Parce que c'est, tu vois, avec moi, on reste petit. Non! C'est quoi ça? Le concept, ça me brise le cœur. Mais pas d'une façon où j'accepte d'avoir le cœur brisé et je pleure au fond du lit. Ça me brise le cœur d'une façon qui me donne envie de me transformer en She-Hulk et d'aller faire quelque chose. C'est pas possible. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 31 minutes. J'aurais beaucoup à dire. Mais franchement, j'aimerais trop qu'on ait une discussion à ce sujet sur tout ce dont on a parlé là, à la fois le texturisme, à la fois le marché afro et comment notre vision de ce marché, même en tant que consommatrice, qu'est-ce qu'on en pense du marché afro, des entreprises qui nous servent, nous, et comment on leur donne de l'amour en retour. Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre rapport avec ça? Moi, j'ai un vrai engagement envers le Black Owned, c'est-à-dire les entreprises qui se dévouent aux femmes noires, aux personnes noires plus largement, mais aux femmes noires encore plus, j'adore, je suis présente, je signe, j'achète, je soutiens, je mets en avant. C'est important, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Parlons-en. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.